Merci, merci beaucoup d'être là. On va démarrer maintenant parce que c'est l'heure officielle et qu'on a le go. Très rapidement, on se présente avec Mathieu. Vas-y, commence, je t'en prie. Eh ben, moi, je suis Mathieu Leroy, donc je suis développeur indépendant WordPress depuis une bonne dizaine d'années sur la région de Lyon. Voilà, et moi je suis Benjamin Lupu, donc dans la vraie vie je suis directeur digital pour un groupe de presse et comme tout le monde j'ai une vie cachée et je fais de l'open source. Voilà. Alors c'est un peu traditionnel mais on va juste demander qui sait ce qu'est une PWA. Je voudrais juste... Ah cool. Ah ouais, toi aussi. Ah bah oui, t'étais la dernière. Ça c'est top. Donc on a une grande série de slides qui explique ce que c'est qu'une PWA et on va la passer. Comme ça, on va aller directement à l'essentiel. L'idée aujourd'hui, donc, c'est de vous montrer, de vous faire pénétrer dans le code de ce que c'est qu'une PWA. On ne peut pas tout vous montrer parce que il y a beaucoup de choses. Donc on a choisi un certain nombre de sujets que Mathieu va vous présenter. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce qui sous-tend, comment on réalise certaines choses d'une PWA. Donc je vous rappelle, la PWA ça imite une application souvent mobile, on va dire pour l'instant en tous les cas, avec des fonctionnalités qui sont comparables à ce qu'on peut faire avec des applications natives. Ça s'installe, etc. Ça fait des notifications, ça fait tout ce genre de choses et on va vous montrer un peu comment ça marche. On a donc développé un petit proto aussi pour que vous puissiez jouer avec. Hein, évidemment, tout ça c'est open source, donc vous téléchargez, vous faites ce que vous voulez avec. Je précise juste qu'on utilise WP AppKit. Mathieu, Lionel, qui je ne sais pas où t'es, il est là-bas, un comparse là-bas, et moi-même on développe un plugin qui permet de faire des applications mobiles dans WordPress, et donc assez naturellement on utilise nos propres outils, histoire que voilà. Mais c'est pas une obligation du tout, vous faites absolument ce que vous voulez, voilà, c'est juste que nous on utilise ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour aujourd'hui, mais si vous voyez passer des choses autour de WP AppKit, c'est on ne peut plus normal. Peut-être Mathieu, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour profiter de ces 40 minutes. Tu peux peut-être nous dire un petit peu ce que tu comptes présenter. Oui, tout à fait. L'idée, voilà, c'est de partir de cette application-là que certains ont installée sur leur téléphone, qui est donc AstuRL-là, qui est donc une petite progressive web app. Ici, donc, on va voir, nous, rapidement comment on la génère côté WordPress avec le plugin WP AppKit. Mais l'idée, c'est plutôt d'énoncer tous les quelques grands principes techniques qu'il y a derrière, indépendamment de WP AppKit. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens techniques d'arriver à une PWA. Et ici, voilà, on va se servir d'AppKit. Donc, alors, l'idée, on a un WordPress très, très simple, une installation de base. Alors, l'idée de cette petite appli, c'est de pouvoir recenser un peu les événements d'aujourd'hui, là, du WP-Tech. Donc, pour ça, on a installé en fait un plugin qui est assez connu, qui s'appelle le Events Calendar. Voilà, et qui permet de créer des événements, de créer, disons, voilà, de dater des événements et de les positionner dans le temps. Donc on s'en est servi pour rentrer toutes les conférences d'aujourd'hui. Voilà, simplement. Alors je rentre rapidement dans la structure pour qu'on puisse juste ensuite comprendre un petit peu l'application. Ce sont simplement donc les noms des conférences. On a un titre, on a l'heure. Et puis on a le lieu, donc on a la salle Red et la salle Blue. Voilà, on a l'orateur, donc on a fait rentrer ça dans l'entité organisateur du plugin. Ensuite des petites catégories qui permettent de faire tomber les événements suivant le type. Voilà. On a ici les orateurs, qui sont donc les organisateurs pour le plugin. Pour lesquels on a simplement rentré une petite description. Voilà, donc à partir de là, l'idée c'est de créer cette petite appli, cette progressive web app. Pourquoi il ne me scrolle pas ici? Voilà. Donc pour ça, je vais dans WP AppKit et on a déjà créé l'application pour que ça aille plus vite, qu'on n'ait pas à faire toutes les étapes, mais c'est assez simple. Donc on choisit la plateforme. WP AppKit permet aussi d'exporter pour une compilation native. Ici, on est sur une progressive web app. On fonctionne sur des composants, c'est-à-dire qu'on va déterminer les grands types de contenus qu'on envoie dans notre application.
Donc ici, on a nos conférences salle Red, nos conférences salle Blue, qui sont des listes d'articles voilà, de type événement, donc de type créé par le plugin Events Calendar. Et puis les organisateurs, le post-type organisateur. Donc ce sont des listes d'articles très simples. Une fois qu'on a défini donc les contenus qui allaient tomber dans l'application, ce sont ces composants, on peut régler l'apparence. Donc VP App Kit permet en fait donc de séparer tout ce qui va être la gestion de la donnée, de la gestion du rendu sous forme de thème, un peu comme on a dans WordPress. Sauf que là, on va le voir, on est sur de la web app, donc on est sur des thèmes qui sont entièrement HTML, JavaScript, CSS. Ici, on a fait une petite customisation du thème par défaut de VP App Kit, juste en changeant les CSS, les couleurs pour que ça soit aux couleurs de l'événement. Ça, c'est le titre voilà, de la Progressive Web App. On va renseigner le menu de l'appli. Donc, on fait tomber en fait les composants, les grands contenus qu'on a définis là. On les fait tomber dans le menu pour qu'ils apparaissent, qu'on puisse les choisir, qu'on puisse naviguer dans l'application. Ensuite, voilà la partie Progressive Web App en elle-même. Donc, Progressive Web App, c'est un ensemble de sources JavaScript qui va partir d'un index.html. Donc, on va exporter l'ensemble de cette application sur un des répertoires de notre site. Là, on est sur un site dont la base est cette URL-là. On choisit d'installer notre Progressive Web App dans ce répertoire-là. Voilà, donc c'est celle qu'on retrouve ici. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une application, mais il n'y a pas d'App Store. Alors, c'est vrai et pas vrai, vous verrez, puisqu'en fait, les App Store commencent à en tenir compte, ils explorent le web, et quand ils trouvent une Progressive Web App, ils commencent à les rapatrier. Mais en tous les cas, c'est sur votre site. L'application, même si elle est installée sur le téléphone, elle est téléchargée depuis votre site. C'est assez important. Voilà. Bah, ensuite, on renseigne simplement les... Alors, ça, ce sont des informations qui vont nous servir sur le téléphone, qui sont des informations du manifeste, on va y revenir bien sûr après, qui permettent donc d'afficher ce fameux bandeau en disant vous allez installer l'application sur votre téléphone avec une description et les logos qui correspondent, ainsi que des couleurs de fond et la couleur de thème. Donc on y revient bien sûr juste après. Un petit numéro de version simplement pour savoir quelle version de l'appli on est en train de regarder à un temps T. Et puis voilà, on peut rapidement dire qu'on a mis OneSignal donc pour faire de la push notification. Donc OneSignal, c'est un broker de notification. Ça vous permet d'envoyer, vous lui envoyez un ordre et lui va se répartir sur Apple, Android et Windows pour relayer la notification. Ça vous permet en quelque sorte d'abstraire les informations que vous passez, sinon vous devez vous plugger à chaque système et les maintenir en fait, et c'est vous qui faites le broker. Donc c'est un service en ligne, il y en a d'autres, il y a PushWoosh, enfin il y en a plein, mais OneSignal c'est probablement celui qui aujourd'hui est le plus rentable parce qu'il il a un palier gratuit extrêmement élevé en fait. Voilà. Donc l'idée c'est qu'à la fin on fait un petit test de push, que ceux qui ont installé l'app et qui ont cliqué sur la petite cloche de OneSignal reçoivent la notif. Donc ensuite, voilà, c'est ça ce qui est assez plaisant avec les Progressive Web Apps, c'est que là où avec une appli classique, on aurait dû maintenant aller faire un export qu'on aurait compilé via PhoneGap, Cordova, pour générer une appli native. Ici, on exporte simplement les sources de notre Progressive Web App, donc là qui sont générées avec VP App Kit. On a juste le bouton à cliquer et ça nous génère les sources. Voilà. Ça nous génère les sources qu'on voit ici, qui sont voilà, qui tournent ici. Je peux rafraîchir. Voilà, donc l'idée donc ici, c'est là je suis dans le navigateur, donc je fais tourner mon application comme une web app. Quand on est sur le téléphone, on va donc être invité à installer l'appli sur le téléphone qui va apparaître, comme certains d'entre vous l'ont vu, comme logo, donc comme une appli native finalement sur le téléphone. Voilà, d'où vous allez pouvoir la lancer.
Alors c'est important, donc qu'est-ce qui fait tourner une Progressive Web App en sous-main? En fait, c'est un navigateur sur un téléphone, donc ce sera Safari sur iOS, mais ça peut être soit Firefox, soit Chrome pour l'instant sur Android. Parce que si vous y allez avec Firefox sur une URL qui est conforme à la norme Progressive Web App, il va vous demander de l'installer. Et donc quand vous allez lancer depuis votre bureau la Progressive Web App, hop, il va instancier sans que vous le sachiez Firefox ou peu importe, Chrome, et hop, c'est ça qui tourne derrière. Donc en fait, c'est une espèce de browser, mais sans rien du tout, et qui va rendre en fait le JavaScript de la Progressive Web App en fait. Voilà. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qui a été généré justement lors de cet export. Alors j'ai les mêmes sources exactement en local. Donc c'est un répertoire donc VPTech 2018 qui a été généré, dans lequel se trouvent les sources de l'appli. Alors, on va peut-être augmenter la taille du code. Ouais, on va pas tout parcourir, mais ça commence tout dans un index.html, puisqu'on est. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun PHP dans cette appli, on est bien tout en JS. Alors déjà pour l'outil général que nous on a utilisé, on est là sur une structure en Backbone. Voilà, le framework Backbone.js qui nous permet de gérer toutes les données, de l'affichage, le rendu, voilà, le modèle vue contrôleur. Mais vous pourriez utiliser de l'Angular, vous pourriez utiliser ce que vous voulez, ou du React évidemment. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment un index.html et un ensemble de sources JavaScript voilà, qui vont être lancées là par un point d'entrée qui est celui-là. Voilà, c'est-à-dire que là va se dérouler ensuite le processus de l'application. Alors ça, c'est finalement ce qu'on appelle une web app, c'est une appli qui tourne. Alors on n'a pas navigué, c'est-à-dire que chaque lien qui clique va ouvrir là, le détail d'une conférence. On voit que l'URL change avec. Voilà, donc on peut se dire on est sur une web app, comme peut-être certains d'entre vous l'ont fait jusqu'ici. C'est-à-dire ce qu'on appelle une single page app, une appli qui va dynamiquement changer son contenu, changer le contenu du HTML, mais sans recharger, sans repasser par le serveur. Donc à partir de là, quels sont les grands points techniques qui vont faire que ça va être une progressive web app par rapport à une web app? Donc, il y a en fait la référence qui est donc éditée là chez Google, qui recense tous les grands points techniques qui permettent de déterminer techniquement voilà, ce qu'il faut faire pour avoir une progressive web app. Donc, je vous invite à regarder voilà, l'ensemble de ces points qui permettent vraiment de se rendre compte du travail à faire pour créer une progressive web app. Donc, il y a beaucoup de points à respecter, mais en fait les plus importants et techniquement ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ça va être rapidement qu'il faut du HTTPS, ça va être indispensable pour les service workers qu'on va détailler après. Il faut que votre site tourne en HTTPS. Voilà. Mais sinon, les principaux points, moi je dirais qu'il y en a 3 et qui déterminent après techniquement, qui sont un peu la difficulté technique et en même temps les requis pour faire une progressive web app. Eh bien, c'est que donc, toutes les URL de l'app doivent tourner offline. Donc c'est ce fameux offline qui change beaucoup de choses, voilà, qui est important dans le cas de la progressive web app. C'est-à-dire que si vous mettez votre téléphone en mode avion, votre application va se lancer. Avec tous les contenus, tout. Il faut que ça marche. Voilà, il faut que ça marche. Le fameux metadata, donc ça, c'est-à-dire le fait qu'on puisse ajouter à l'écran d'accueil, ça fait partie des specs de la PWA, le fait qu'on puisse installer sur son téléphone. Et puis, j'allais dire, cet élément-là, qui est que chaque page doit avoir sa propre URL, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester sur notre racine avec, mettons, un dièse quelque chose pour dire qu'on change de page dans notre appli. Il faut réellement avoir des URL qui soient accessibles indépendamment. C'est-à-dire que si je fais F5, si j'accède directement à cette URL, hop, elle est chargée.
Donc dans les applis natives, ça s'appelle les deep links, ce qui est particulièrement complexe à faire d'ailleurs, car vous avez des protocoles spéciaux qui disent Twitter // quelque chose accède à quelque chose et ça vous demande de tout recoder. Ça c'est un avantage du web, c'est que la notion d'URL existe par essence. Donc du coup, c'est vraiment, ça se comporte un peu comme un site. Ça n'en est pas un, mais ça se comporte comme un site. Néanmoins, il y a des ruses pour y arriver. Voilà. Des donc, API. Pour respecter, donc, disons que nous on a sorti ces 3 grands points. Qu'on va détailler maintenant, qui permettent de mettre en place cette base pour la Progressive Web App. Donc, ce sont le manifeste, le fait d'avoir une gestion offline, qui veut dire plusieurs choses, on va le voir, et puis on a sélectionné le sujet des liens profonds, qui est aussi un sujet, si on l'a jamais fait, qui est sympa d'avoir vu une fois, pour pouvoir savoir quelle techno il y a derrière pour implémenter ces liens profonds. Parce que lien profond, c'est le fait de pouvoir accéder à une sous-URL de votre application directement. Voilà. Alors, je ferme ce qui nous sert plus, ça non plus. Alors, le manifeste. Manifeste, c'est ce qui va nous permettre d'ajouter à l'écran d'accueil, comme on a vu sur le téléphone. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que l'appli a l'air d'une appli native sur le téléphone. C'est simplement en fait un fichier JSON qu'on a ici. Donc c'est assez simple. Il y a la référence, pareil, côté MDN. Là, je suis sur la MDN. Donc on nous explique que le manifeste c'est un fichier. Alors il peut avoir différents types d'extensions, mais que l'on va simplement inclure dans son index. Et qui ensuite, lorsque donc, le navigateur voit ce fichier-là sur le téléphone, il va prendre en compte ces éléments pour pouvoir installer l'appli sur le téléphone. Et on va notamment donc, y définir le titre, description, etc., puis tous les icônes. Et les icônes, elles se retrouvent partout. Vous avez dans les notifs, dans les recherches, il y en a partout dans le téléphone, donc il faut fournir plusieurs tailles en fait, d'icônes. C'est des PNG, donc il n'y a pas rien de méchant. Voilà. Le display qui est important, standalone, c'est vraiment ça qui fait que votre appli va s'installer sur le téléphone à la manière d'une appli native. Puis des couleurs. Alors les couleurs, elles pilotent la barre d'état notamment, pour que ça s'intègre bien avec votre application. Voilà, donc finalement ça c'est relativement simple. Dès que le navigateur voit ce fichier-là, il va vous proposer de pouvoir installer l'application sur le téléphone. Voilà pour le manifeste, c'est assez simple finalement. Et puis ensuite, donc, la gestion du offline. Donc la gestion du offline, ça va vouloir dire 2 choses. C'est-à-dire qu'il va d'une part falloir que vos sources, les sources de l'application puissent être chargées alors que vous n'avez pas de réseau. Et puis d'un autre côté également que vos contenus, c'est-à-dire quand vous accédez à votre appli, vous accédez par exemple à la home de votre appli, il faut que vous puissiez accéder aux articles qui ont été préchargés dans l'application. Donc ça suppose une logique de web service qu'on va voir un petit peu après et de stockage dans le navigateur. Donc tout d'abord, un peu la grande nouveauté finalement des Progressive Web Apps, c'est cet accès aux sources alors qu'on est offline, c'est-à-dire que le navigateur arrive à charger les sources en étant offline s'il les a déjà chargées une première fois. Et ça c'est grâce à la technologie donc du service worker. Dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il y a des gens qui l'ont déjà utilisé ou pas dans la salle, les service workers? Il y a 1, 2, 3 personnes. Ok. On va peut-être le définir rapidement. Les service workers. Ah bah tu le fais là, ouais. Donc c'est un proxy. Imaginez que c'est un proxy. Vous avez un proxy dans votre navigateur. Toutes les requêtes qui partent sur le réseau, par exemple des requêtes Ajax, si vous avez l'habitude, passent par ce proxy. Et tout ce qui revient passe également par ce proxy. Et évidemment, vous avez des points d'entrée pour manipuler le comportement de ce proxy. Donc, cas typique, si une requête réseau part, est-ce que j'ai le réseau, oui ou non? Si je ne l'ai pas, je attaque des choses qui sont plutôt en local. Si je l'ai, je vais aller chercher quelque chose de distant. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ça fait plein d'autres choses, les service workers. C'est comme ça que marchent les notifications mobiles des browsers, aussi. Et c'est ça qu'on va utiliser, sur lequel on va se brancher là, pour gérer le offline. Voilà. Alors concrètement, notre service worker à nous ici, dans cette petite appli-là, donc c'est un fichier qui se trouve à la racine simplement de l'application, que l'on va donc enregistrer
Via l'API navigator.serviceworker du HTML5. Enfin, voilà. Dès que le navigateur supporte les service workers, on va avoir à disposition cet objet-là, qui permet d'enregistrer donc simplement le service worker. À partir de ce moment-là, le navigateur va charger ce fichier et donc l'exécuter en arrière-plan, en parallèle de la page web. Alors là, c'est une sorte de, on va dire de pattern classique qui est bien documenté également sur Google. Je vais détailler un petit peu. C'est vraiment ce qui permet de charger les sources de l'application si on n'a pas de réseau. Alors vous trouverez le nom de Shell, S-H-E-L-L, c'est donc la coque. L'idée, c'est que toutes les ressources qui sont statiques, c'est-à-dire les icônes de l'application, ces fichiers HTML, etc., sont présentes sur votre téléphone, ce qui fait qu'ils ne le rechargent pas. C'est aussi pour ça que les Progressive Web Apps sont rapides, en fait. La première fois, vous téléchargez vraiment tout, et la deuxième fois, en fait, c'est déjà sur votre téléphone, donc en fait, il ne va pas rechercher tout ce il ne va chercher que le contenu, finalement. C'est une mise en cache un peu évoluée. Voilà. Donc le grand principe, c'est qu'on définit une variable qui va changer à chaque fois qu'une de nos sources change. Donc ça, c'est fait automatiquement par WP AppKit. Si vous faites vos propres Progressive Web Apps, voilà, vous aurez très certainement comme ça une variable qui va changer à chaque fois qu'une de vos sources change. Ensuite, il va falloir renseigner au navigateur tous les fichiers que vous avez envie de mettre en cache. Donc ça va être tous les fichiers qui sont nécessaires au chargement minimal de votre application. Donc il y en a 2-3 là. Voilà, là il y en a 2-3, donc on voit dans la structure AppKit, bon, il y a les modules, les vues, et puis voilà, ça c'est le thème, donc avec les fichiers de thème qui permettent de rendre finalement les contenus à la fin. Voilà, alors cette partie-là, c'est simplement qu'on replace dans le bon pathname ces fichiers-là, parce que le pathname peut différer suivant où on va installer l'application. C'est pas le plus important, l'important, c'est qu'il y a 3 phases dans les service workers de type proxy de source, comme celui-là. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'installation et une phase d'activation, et ensuite une phase voilà, où le service worker va tourner en écoutant les appels réseau, pour pouvoir servir les fichiers. Donc à l'installation, le service worker, donc, là, ce qu'on lui dit de faire, c'est d'aller donc ouvrir le cache qu'on a défini là, donc qui est unique à chaque fois qu'on a changé une source, et de lui ajouter tous les fichiers qu'on lui a demandé de mettre en cache. Donc au premier lancement de l'application, là bien sûr il faut avoir le réseau. Le service worker, il va aller voir tous les fichiers qu'on lui a demandé de mettre en cache et il va aller les chercher et les mettre dans son cache local. Voilà. D'ailleurs, il y a un onglet dans Chrome, on peut peut-être le dire. Si vous avez un onglet dans la console Chrome qui s'appelle Applications, vous verrez. Tu vas le montrer. Je vais y aller juste après, oui. On va montrer ça juste après. Ouais. Oui, bien sûr. C'est au premier lancement, une fois qu'elle est installée sur iOS. Alors sur iOS, je ferai une grosse passe sur iOS à la fin. La spécification PWA est en cours de support, on va dire, je ne sais pas comment dire. Donc ils viennent juste de livrer la dernière version qui est censée supporter les service workers, ce qu'ils refusaient de faire auparavant parce qu'ils ont l'App Store, etc. Enfin, je ne vais pas revenir dessus. Et ça marchouille. Donc c'est pas encore au top, il va falloir attendre quelques versions. Mais ça va respecter la même chose. C'est-à-dire que la première fois que vous accédez à l'URL, il va vouloir essayer de mettre en cache il va exécuter cet événement en fait. Donc normalement ça marche partout pareil, que ce soit Windows, etc. Sauf que sur iOS c'est la plateforme qui supporte pas bien ça. Ça veut dire que par rapport à un site web mobile classique, la première expérience risque d'être dégradée? Oui, alors si vous ne faites rien, alors dans la spécification, l'espèce d'énorme liste, il est bien précisé que la première expérience doit être accompagné et doit être ultra rapide justement pour pas avoir cette sensation-là. C'est un des défis des PWA d'ailleurs, c'est que la toute première fois que vous accédez, il faut que ce soit le plus fluide et le plus rapide possible. Et après, lorsque vous renouvelez votre contenu, c'est le même phénomène. Et vous ne serez pas validé par un outil qu'on appelle Lighthouse, où on vous le montrera après, si vous avez quelque chose qui met un temps infini à s'installer, bien évidemment. Alors, ensuite, il active le service worker qui
Alors, là, il n'y a rien de spécial à faire, à part, voilà, c'est recommandé, c'est l'endroit, finalement, au moment où il va activer le fait qu'il va servir des sources, c'est ce moment-là où on va vider l'ancien cache. S'il avait déjà des choses en cache, c'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qu'il avait en cache, toutes les clés qu'il avait en cache, ce sont toutes ces clés-là qu'on avait éventuellement mises avant, c'est-à-dire des versions anciennes des sources, et on lui demande eh bien, de les vider. Voilà, pour chacune de ces anciennes versions de cache, on vide les anciennes, puisqu'on vient dans l'install de charger des nouvelles. Et ensuite, on passe dans l'état où il va écouter les appels réseau. Donc le navigateur a besoin d'une source, lui, il regarde simplement voilà, s'il a la source, c'est-à-dire si la source demandée est dans le cache. Si oui, donc il nous la retourne directement, et sinon il va la chercher sur le réseau. Donc c'est ces trois petites étapes-là qui permettent d'avoir les sources offline. Ce qui est un petit peu déroutant au début, c'est qu'en fait il y a un effet de décalage, puisque lorsqu'on lance l'application, il va lancer l'install, et il va aller mettre en cache les sources. Si on relance l'application avec des données qui ont changé, des sources qui ont changé, le navigateur se lance, il va charger les sources d'avant. Donc on n'a pas tout de suite, on voit pas tout de suite notre changement, puisque le navigateur se lance, il se lance avec les sources qu'il avait. Mais en même temps, en arrière-plan, il installe les nouvelles. Et ce n'est qu'au rechargement suivant qu'on va avoir nos dernières sources. On va essayer de le voir un petit peu rapidement, ce phénomène-là, dans la petite appli qu'on a là. Donc dans le débugger Chrome, sous application, vous avez très pratique. Alors on a de l'entrée service worker qui permet de voir quel est le service worker qui est en train de tourner sur l'instance active. Donc typiquement, si je recharge les sources de mon appli, la variable qu'on avait dans notre service worker là-haut va changer. Alors pas ici, puisque je ne suis pas en direct sur le site ici. Là, je viens de réexporter les sources de l'appli. Et à ce moment-là, quand je vais faire F5, quand je vais recharger la page, on va le voir ici travailler. On va le voir, il va dire je suis en train d'installer les nouvelles. Et ensuite, je m'active. Et normalement, l'identifiant qu'on a, le 1832, là, alors, est-ce qu'on le voit? Parfois, ça va trop vite. Si, installing. Voilà. 1834. On le voit en dessous, le 1834. Parfois, ça va trop vite. Bon, bref, c'est pour dire qu'il voilà, il part dans l'installation du nouveau, et je pense qu'il détecte qu'il n'y a pas de changement. Voilà, puisqu'en fait, si, on a changé normalement le numéro. Et ça, c'est un peu les caprices d'arriver à débugger ce genre de choses. 1837, je pense que peut-être en faisant du update on reload, voilà, là on force le navigateur parce que... Et ça, c'est assez obscur chez Google de savoir à quel moment il met à jour votre application. C'est-à-dire que le navigateur a un temps au bout duquel il considère qu'il va forcer le rafraîchissement de ce cache-là. Ici, voilà, il nous met à disposition une petite case qui nous dit là, j'ai rafraîchi les sources. Voilà. Donc ça, c'est une petite logique qu'il faut savoir. Quand on travaille avec PWA, il y a des moments où on n'arrive pas à recharger nos sources. C'est là où c'est pratique d'avoir ce débugger-là. Et c'est là aussi où c'est pratique d'avoir une petite... un endroit dans l'application où on voit la version courante, comme ça on sait ce qui est installé réellement sur les téléphones. Donc ça, c'est pour la partie service worker. On a vu l'ensemble qui va nous permettre d'avoir donc les sources offline, et on peut faire le test qu'on n'a pas fait, c'est que si je me mets en offline, là où par exemple si je me mets sur un site classique, je vais bien sûr en offline, ça nous dit qu'on a le dinosaure là. Si je me mets en offline, l'appli se charge. Donc c'est grâce au service worker qu'on vient de voir. Voilà.
Alors dans le offline, on a les sources, mais on a aussi les contenus. Alors les contenus, bon, c'est une problématique un petit peu plus classique d'une application qui va consommer des contenus, alors qui va consommer des contenus WordPress. Dans VP AppKit, on a donc un endpoint qui va nous envoyer les données à l'application, qu'on peut voir rapidement ici. Donc ça, c'est une structure qui est propre à VP AppKit. On peut bien sûr, on pourrait imaginer une application qui va consommer la REST API de WordPress. C'est bien sûr conseillé. Nous, juste un mot par rapport à ça, pourquoi on ne le fait pas dans VP AppKit, c'est qu'il faut distinguer finalement un développement d'application de PWA que vous allez faire sur un site custom pour un client, sur un WordPress que vous maîtrisez, et un plugin comme VP AppKit qui va pouvoir s'installer sur n'importe quelle instance de WordPress, sur laquelle, par exemple, la REST API va être désactivée, puisque sur beaucoup de sites, la REST API va être désactivée. Donc nous, on ne pourrait plus charger les contenus dans notre application. D'autre part, la REST API, les endpoints, si vous choisissez de consommer les endpoints standards de la REST API qui sont disponibles par défaut, il est interdit, entre guillemets, de changer ces endpoints-là. C'est-à-dire que si vous, par exemple, le endpoint qui va servir le contenu d'un post, et mettons des métas de ce post-là, vous n'allez pas, par exemple, enlever une méta ou changer, mettons que vous avez envie d'enlever les images de votre post, parce que dans votre appli, vous en avez besoin. Là, vous n'allez pas le faire, puisqu'un autre plugin qui aurait besoin de la REST API se trouverait aussi impacté par cette modif-là. Donc les endpoints de la REST API de WordPress ne doivent pas être modifiés. Donc c'est aussi pour ça que dans AppKit, nous, on a choisi d'envoyer des contenus un petit peu customisés à l'application, parce que les contenus qu'on va afficher dans l'application, il va y avoir du traitement sur des images, des choses comme ça. On ne veut pas impacter l'ensemble des sites qui utiliseraient la REST API. Donc on reste sur un endpoint séparé à nous pour ça. Mais bien sûr, le jour où vous faites une Progressive Web App sur un site sur lequel vous avez activé la REST API et que vous maîtrisez, c'est bien sûr, vous pouvez très bien consommer les contenus directement par la REST API, qui est super. Ce qui est aussi important là, c'est que finalement vous allez voir, enfin quand vous faites la PWA, vous allez avoir cette problématique d'avoir les contenus quand on passe offline, qui soient donc tous encore disponibles. Et ça signifie que finalement vous avez un endpoint qui va vous envoyer les contenus, tous les contenus de votre appli d'un seul coup. On pourrait imaginer d'appeler plein de endpoints qui vont chercher les différents contenus de l'application. Mais bon, par expérience sur les différents projets que j'ai eus, on se crée un endpoint qui va renvoyer une première synchronisation de l'application qui va permettre de tourner offline ensuite. Donc ici, nous, typiquement, on retourne les 10 derniers articles des listes qu'on a choisies dans notre menu pour qu'ils soient accessibles offline. Et voilà, donc ne pas hésiter finalement à fabriquer un gros web service. Je sais que moi j'avais quelques réticences, je me souviens même du jour où Benjamin m'a dit tu peux y aller finalement pour faire du offline, c'est une bonne solution. Voilà. Et donc ces contenus-là, pour pouvoir être accessibles offline, vont être stockés dans le local storage du navigateur. C'est-à-dire que ici, pour que je puisse... Tout le monde sait à peu près le local storage, tout le monde a utilisé ou pas? Donc je vais montrer... Je ne vois pas de main se lever, mais si. C'est une sorte de petite base de données locale, pour ceux qui... J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc si on va dans le local storage de notre application, on voit qu'on retrouve ici donc, les composants qu'on a envoyés à l'application, tous les articles qui sont stockés en local dans le navigateur. Et c'est donc tout simplement grâce à ça qu'on peut les afficher ici de manière dynamique à l'intérieur de l'application alors qu'on n'a pas de réseau. Pardon, c'est ici. Donc voilà pour le offline, donc à la fois offline des sources, à la fois offline des contenus. Donc c'est déjà voilà, plusieurs technos à mettre en place, à relier à WordPress en utilisant une API, et puis cette fameuse nouvelle techno du web service, qui est très puissante, voilà, mais qui demande un petit peu de tests au départ pour arriver à maîtriser, à fabriquer le service worker qui nous va bien pour notre appli. Voilà. Donc une troisième problématique qu'on a vue donc nécessaire dans la fameuse checklist des points techniques requis pour les Progressive Web Apps, c'est d'avoir
ces fameux liens, je nettoie, profonds, auxquels on va pouvoir accéder directement. Alors évidemment, ils ne sont pas générés par défaut, parce qu'il faut se rappeler que finalement, ce n'est qu'une immense page web dynamique, cette application. Donc elle n'a qu'une URL pour faire court. Et qu'il va falloir refaire tout le comportement des back buttons, des URL. Tout ça, ça va devoir être recréé en quelque sorte. Mais une Progressive Web App, c'est obligatoire d'avoir ça en fait. Donc en fait, pour ça, on utilise d'ailleurs donc la fameuse API PushState dont Mathieu va nous parler. Voilà, on peut détailler assez rapidement. Donc c'est les trois choses qui permettent d'avoir ces liens profonds. Donc, tout d'abord, donc il y a le PushState, donc qui est une feature du HTML5 qui permet simplement, qui est en fait la fonctionnalité qui permet de télécommander, on va dire, l'historique du navigateur. C'est celle qui dit, eh bien, lorsque en JavaScript j'intercepte un clic ici, que mon routeur intervient, etc., je vais lui demander de naviguer vers ici et l'URL de mon navigateur va changer. Donc c'est quelque chose que l'on va activer. Alors chaque grand framework a sa manière d'activer ça. Chez Backbone, eh ben, au moment où on démarre le routeur, le routeur de l'application, on lui passe un push-state égale true tout simplement. Voilà. Si on n'a pas ce push-state égale true, on va se retrouver avec des dièses quelque chose, les fragments qui sont un peu classiques dans les web apps voilà, lorsqu'on ne passe pas sur du push-state. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Il y a un petit coup de config serveur pour dire, eh bien, le serveur, lorsqu'il voit cette URL, j'ai pas envie qu'il aille chercher, que Apache aille chercher, exécuter le PHP qui se trouve ici. Donc il faut pour ça simplement une petite configuration Apache dans le htaccess, si vous êtes sur Apache, qui permet simplement de dire, bien, si on nous demande quelque chose qui n'est pas un fichier, ici, alors il y aurait plein de nuances, hein, mais nous, dans notre cas, c'est cette utilisation simple-là. Lorsqu'on demande une URL telle que celle-ci, qui n'est pas un fichier, eh ben on renvoie vers le index.html, simplement. C'est-à-dire que on demande cette URL, hop, on tombe ici, lui, il lance notre appli, et l'appli, elle, va lancer le routeur. C'est le dernier point ici, le routage. Donc il faut que votre application, ça tous les grands frameworks JS le font, bien sûr, une fonctionnalité de routage qui dise quand tu vois une URL de type single quelque chose, comme on a ici, single post ID 87, tu nous diriges vers la route single, qui doit être là, voilà, et ensuite, bon, ça va dépendre de chaque application, on va montrer la vue qui correspond, on va aller chercher la donnée et montrer la vue qui correspond à ce qu'on a demandé. Donc, voilà, tout simplement avec ces trois outils-là, on va pouvoir créer cette logique de liens profonds qui sont indispensables pour la Progressive Web App. Alors l'ensemble de ces prérequis techniques, la fameuse checklist qui est là, Google nous a fait un outil qui s'appelle Lighthouse, qui est un add-on qu'on ajoute dans Chrome, et qui permet eh bien, de faire un audit de tous ces points-là et de nous dire ce qu'on a juste ou faux. Et où on en est par rapport à la création de notre Progressive Web App. Donc c'est quand même un super outil en tout cas qui sert beaucoup parce que en plus de nous dire où on a faux, il nous envoie vers les références pour corriger. Et franchement c'est comme ça qu'on avance sur une Progressive Web App. On fait tourner Lighthouse, on regarde, il nous envoie vers la doc, on corrige. Voilà. Donc alors pour s'amuser, on va faire tourner Lighthouse sur la Progressive Web App du jour. Donc pour ça on ne doit pas être en mode je vérifie mes onglets. Je pense pas qu'il va me râler dessus. Donc on lance. Donc là, il fait tourner l'appli dans différents modes. Il fait tourner l'appli en simulant le fait qu'il est en 2G, en 3G. Il regarde, il mesure les temps. Il vérifie s'il accède aux URL, aux sous-URL. Il check tout. Voilà, c'est très joli. Voilà.
Oui, il il nous est disponible renvoie, directement dans la console maintenant. Enfin, en tout cas, il vient s'incruster dans un des panneaux de la console. Voilà, il nous renvoie quelque chose comme ça, avec les grands critères. Et récemment, ils ont rajouté l'accessibilité aussi dans Lighthouse. Voilà. Le SEO étant une grosse blague. Oui, le SEO. Oui. Voilà, Une PWA, si vous ne faites absolument rien, c'est invisible dans l'indexation de Google, hein, concrètement. Donc ne vous amusez pas à remplacer un site par une PWA. C'est une extrêmement mauvaise idée. Voilà. Ne faites pas ça. Et voilà, bon, rapidement, on peut regarder ce qui nous reproche sur les performances. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est le fameux First Meaningful Paint, qui dit, lui, il considère qu'à partir de ce moment-là, il a quelque chose que l'utilisateur peut déjà regarder pour patienter. Voilà. Et ça, c'est super important. Au début, on l'avait pas, ce qui fait qu'on tombait à plus de 6 secondes, et là, c'était catastrophique. Ensuite, voilà, il trouve qu'on a une First Interactive Beta qui est un peu longue, et ça, c'est dû à des CSS qu'il faudrait qu'on améliore. Il faudrait que le rendu minimal puisse être rendu... voilà. Et puis, idem pour les JavaScript, il trouve que c'est un peu lourd. Alors, on a JavaScript minifié, mais c'est vrai qu'on est sur une structure d'appli. Voilà. C'est des choses qui sont à améliorer. Sinon, eh bien, au niveau des Progressive Web Apps, on est à 100%, et vous verrez en le faisant, vos Progressive Web Apps, que c'est un long chemin quand même, pour arriver voilà, au 100% de la PWA. Et donc on retrouve un petit peu ici tout ce qu'on vient de se dire, finalement, les service workers, répondre offline, puis des petites choses sur le viewport. On n'est pas loin du temps. Voilà, il est 40. Et 40. C'est un peu ce qu'on voulait vous montrer par rapport à ça. On a 5 minutes pour les questions, et il y en a. Je vais peut-être donner les micros, non ? Bonjour, merci. Je suis pas développeur. Excusez-moi. Je suis une licorne. J'ai 2 questions, tout bête, probablement très bêtes. Quand on fait du chargement offline, comme tout à l'heure avec le service worker, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça se passe. Au moment où il y a une nouvelle version, est-ce que les outils sont prévus pour déclarer à l'utilisateur qu'il y a une nouvelle version et le forcer à recharger, comme on peut le trouver aujourd'hui par exemple sur un messenger qui dit j'ai une nouvelle version, clique dessus, nouvelle version, etc. Ma deuxième question, parce que comme ça ce sera fait, on n'en parle plus, c'est est-ce que justement toujours sur le offline, on charge en offline des contenus qui proviennent, qui sont envoyés en l'occurrence par le WordPress. Est-ce qu'on peut imaginer mettre en offline, peut-être que c'est possible, des contenus qui vont être sélectionnés par l'utilisateur comme un catalogue de voilà, j'ai une liste de BD, puis j'ai mes BD à moi dans ma collection à moi, et cette collection, c'est pas quelque chose qui provient du truc, mais est-ce que la démarche est la même ? Pour la première question sur le fait finalement de pousser à l'utilisateur le fait qu'il y a une nouvelle version, il y a dans la technologie Service Worker, il y a un événement qui s'appelle quelque chose comme On-State Change, sur lequel on peut se brancher typiquement pour ça. C'est fait pour ça, c'est-à-dire qu'au moment où le Service Worker détecte qu'il y a eu un changement de source, il va nous avertir. Et on va pouvoir afficher éventuellement un petit quelque chose à l'utilisateur pour le prévenir. Et la deuxième question... c'est pas vraiment une question technique, la deuxième question, la réponse est oui. Moyennant un certain développement, c'est-à-dire qu'il va falloir enregistrer les préférences de l'utilisateur, les envoyer par web service dans WordPress en l'occurrence là. Donc en fait c'est juste une problématique de développement, c'est pas lié au PWA, tu devrais faire le même effort si c'était un site web classique, sauf que là tu devras le faire avec des web services, tu devras le faire avec du JavaScript, etc. Ces contenus seront pas disponibles en offline à la première fois. Non. Si tu fais une appli classique PHP, enfin j'exagère un peu parce qu'on pourra en reparler, mais effectivement non, il y a cette notion que tu dois avoir un client qui est capable de stocker du offline. Ouais, d'abord envoyer et ensuite recevoir à nouveau. Ah oui, après il n'y a pas de. Ouais. Okay. Tu ne peux pas téléporter des contenus. Bien sûr, ça marche. Ouais. Dans le concept de la Progressive Web Apps, il y a aussi qu'en offline, de pouvoir utiliser l'application. Donc, pour reprendre l'exemple de la BD, par exemple, c'est que la personne puisse dire je rajoute que j'ai une BD dans mon catalogue, même si je suis en offline. Et ça sera poussé plus tard sur le serveur.
Alors, on ne l'a pas montré, mais effectivement, on peut détecter la reprise du réseau. D'ailleurs, si vous regardez l'application qu'on a faite, à chaque fois qu'elle perd le réseau, elle met un message, puis à chaque fois qu'elle le retrouve, il vous met aussi un message, un toaster, comme on dit. Et donc, c'est ce que fait Google Analytics, par exemple. Le SDK de Google Analytics stocke en local les données d'Analytics, et dès qu'il retrouve le réseau, il pousse tout ça, en fait. Là, en l'occurrence, cette application ne le fait pas, mais il va falloir développer quelque chose pour stocker, avoir une base tampon, une espèce de fichier temporaire, et dès que je retrouve le réseau, je le balance. Alors, le problème de ça, c'est que dans l'API HTML5, il ne sait pas si c'est de la cache D, la 3G, machin, du Wi-Fi. Donc, si tu t'amuses à balancer, je sais pas, des BD, en l'occurrence, avec des images ou je sais pas quoi, là, ça va devenir très compliqué si t'as pas un bon réseau, quoi, en fait. J'avais juste une petite question. C'est où? Ah pardon, parce qu'il y en avait deux là-bas. Je fais très rapide. Là, tu voyais, on chargeait au premier chargement des ressources, mais c'est des ressources statiques. Tu charges deux choses. Tu charges d'abord les ressources statiques, effectivement. Est-ce que là, par exemple, votre WP App Kit génère finalement un kit complet? C'est ça, un thème, c'est une sorte de thème, c'est comme s'il hébergeait le thème de localement. Oui, c'est une sorte de site statique presque. Oui, c'est ça, exactement. Mais est-ce que finalement ton JS que tu vas charger, qui peut te servir de source pour afficher ta PWA, ça peut être quelque chose qui est généré lors de l'installation en fait? Oui, aussi, c'est à toi de le faire, mais du coup tu le feras côté serveur et tu enverras une donnée statique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un JS classique, ça pourrait être une route, un endpoint WordPress qui génère un JSON en sortie, quoi. Ou un JSON peut-être pas. Ah, tu veux dire le manifeste ou Non, c'est-à-dire que le JSON qui servirait de source de données à la PWA soit généré à la volée et pas via WP App Kit. Oui, bien sûr. Ouais. En l'occurrence, le JSON est généré à la volée là. Ok. Merci. Il y avait rapidement. Du coup, je me posais la question parce que vous parliez tout à l'heure de iPhone, enfin Apple en l'occurrence. Il me semble qu'ils ont quelques soucis sur tout ce qui est local storage, pour l'avoir testé en l'occurrence, qu'ils ont quelques soucis sur local storage de la quantité de données qu'on peut stocker dedans. Et est-ce que vous avez déjà rencontré cette problématique ou une alternative au local storage? Non, alors sur il y a une limite de stockage pour tous les navigateurs Android ou iOS. Donc oui, alors ne mettez pas des milliers de données dedans, ça n'a pas d'intérêt. Non, le problème surtout d'iOS, c'est le fait qu'il compartimente beaucoup. Donc presque chaque onglet, j'exagère un peu, mais a son local storage et donc vous avez du mal à mutualiser les données, alors que sur Android, ça se fait plus facilement. Mais oui, le local storage a une limite. Oui, il faut pas exagérer. Vous n'avez pas téléchargé une encyclopédie comme ça. Ouais. Non. Il y a d'autres moyens de faire de la base de données plus navigateur, mais qui n'est pas supporté universellement. Ça viendra, mais il faut juste voir qu'il y a une limite, parce que sinon vous imaginez que si tous les sites se mettent à stocker de la donnée, vos gigas vont partir, quoi, très vite. Je pense qu'on va s'arrêter au niveau des questions, parce qu'on a presque plus de temps, mais on est disponible. Ouais, je sais, désolé. Mais venez, on va boire un coup. Merci beaucoup.